Souvent, les personnes atypiques, elles osent pas le dire et je vois pas pourquoi. Il faut vraiment assumer ce côté de, j'ai besoin d'avoir, une mission de vie, même si elle change, même si elle est en mouvance, même si elle est pas, encore trouvée, on sent ce besoin d'apporter, quelque chose de positif à ce monde et ça, c'est très subjectif après la notion de positif, hein, mais mais du coup, tu vois, d'avoir vraiment de faire quelque chose de notre vie de positif pour soi et pour le monde. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Grande sensibilité, zèbre, surdoué, HPI. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à m'y retrouver dans ces termes et ces atypismes dont on entend de plus en plus parler. Je suis donc très contente d'en parler aujourd'hui avec Élodie Crépel, psychanalyste et directrice de l'Observatoire de la sensibilité. Avec elle, on démêle le vrai du faux, on comprend ce que sont ces atypismes et comment on peut en faire une force. Élodie nous parle d'elle, de cette enfant sensible qu'elle était, du décalage qu'elle ressentait avec les autres enfants. Elle nous explique comment elle a découvert, puis longtemps renié son atypisme avant d'en faire son sujet de prédilection. Bienvenue dans un épisode très éclairant et plein de bonne humeur et d'optimisme. Comme Élodie, quoi. Avec Élodie, nous allons parler d'étoiles qui suscitent des questions philosophiques, d'un mode de vie minimaliste et de déconstruction nécessaire pour mieux se reconstruire. Bonjour Élodie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour! Je suis ravie de t'accueillir. En fait, ça fait longtemps que je voulais parler d'hypersensibilité dans La Petite Voix et j'ai plusieurs auditeurs et surtout auditrices qui m'ont parlé de toi. Donc voilà, je suis ravie de t'accueillir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation et à tes auditrices. Du coup, je suis très flattée. Moi, c'est Élodie Crépel. J'ai 34 ans. Je suis maman de 3 enfants, bientôt 4. Wow. Je suis moi-même, du coup, une personne atypique, surdouée, hypersensible et avec des enfants atypiques. Okay. Donc, ces sujets me portent personnellement et professionnellement puisque j'en ai fait ma spécificité depuis quelques années. Aujourd'hui, donc, en fait, je suis psychanalyste, médiatrice familiale. Je suis également directrice de l'Observatoire de la sensibilité qui a été créé par Savario Tomasella. Oui. Et donc, je donne des conférences et des formations auprès d'autres professionnels, notamment sur ces sujets. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, puisqu'on va commencer par parler de ton parcours. Et moi, ça m'intéresse de savoir quelle enfance tu as eue, parce que j'imagine qu'elle a été marquée déjà par cette hypersensibilité. Alors oui, totalement. Alors déjà, il faut replacer ça dans le contexte, dans le sens où on n'en parlait pas à l'époque. Et oui. L'hypersensibilité a été mise en avant par le docteur Helen Aron en 1991, mais c'était aux États-Unis. C'est le docteur Savario Tomasella qui en parle que depuis... lui, il en parle depuis un moment, mais on va dire que c'est vraiment connu depuis une petite dizaine d'années dans le milieu francophone. Et je crois que ça a vraiment explosé depuis 1 ou 2 ans. Donc moi, j'ai vraiment vu la différence parce que je suis arrivée bien avant. Ouais. Et c'est vrai que c'était compliqué d'en parler. C'est un peu la grande découverte. Encore aujourd'hui, on pense que la sensibilité, c'est du coup être fragile. Donc, comme beaucoup,
Moi, j'ai grandi avec ça. Évidemment, on est livré avec dès l'enfance, c'est pas un truc qui arrive à l'âge adulte. Non, alors totalement, parce qu'il faut savoir que quand on parle, alors, on va plutôt parler de haut potentiel sensible entre professionnels, plutôt d'hypersensibilité en soi, qui est vue un petit peu négativement, parce que ça serait comme si, tu vois, hyper, genre on a une sensibilité en trop, c'est en trop. Ah oui, ok, c'est juste, c'est juste. Et puis c'est souvent, tu sais, une remarque qu'on fait aux personnes justement hautement sensibles. On leur dit souvent, t'es trop, tu en fais trop, tu exagères. Et donc du coup, le fait de comprendre maintenant avec les bases scientifiques qu'on a, les recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet, qui expliqueraient la haute sensibilité innée, eh bien ça amène une autre vision de la chose. Du coup, il faut déconstruire tout ce qu'on a cru sur soi. Et ça, eh bien, c'est salvateur, mais ça peut être très compliqué. Si je comprends bien, donc toi, tu étais une enfant hypersensible. Ouais. Mais, pardon, tu vois, vraiment, je suis encore moi-même prise dans les conditionnements et dans le mauvais vocabulaire. Non, mais ça me fait pas, parce que tu sais, je me dis, honnêtement, on a mis tellement de temps à accepter déjà ce terme que expliquer aux gens que maintenant il faudrait changer de terme, c'est compliqué. C'est bien dire. Non, mais écoute, je vais faire l'effort quand même pendant notre entretien. Donc, toi, tu étais une enfant hautement sensible, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas les clés pour accompagner cela et tes émotions. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, c'était loin. Alors ce qui est intéressant, c'est que mes parents le sont aussi, mais je le vois maintenant avec le recul, connaissant bien la thématique, mais je pense qu'ils ont été encore plus, bridés de par leur enfance, où il n'y avait absolument aucune place pour les émotions, ce qui n'a pas été quand même mon cas dans ma famille. Moi, je dois bien admettre que mes parents m'ont laissé, en fait, s'exprimer mes émotions, mais ils n'ont pas su les accueillir parce que c'était excessif, qu'ils n'en pouvaient plus, que pour eux, du coup, je faisais de la comédie, tu sais, j'étais capricieuse, tu vois, ces mots qu'on mettait souvent, voilà. Donc, mais il y a déjà, je trouve que c'est intéressant, tu vois, de déjà voir qu'il y a une différence entre leur propre éducation qu'ils ont reçue et celle qu'ils m'ont donnée. Parce qu'il y a déjà un petit progrès, en fait. C'est ça, en fait, ils ont évolué. C'est vrai, oui, c'est juste, merci de le souligner, parce qu'on pourrait assez vite le juger et se dire, franchement, nos parents, ils n'ont pas su accueillir, etc. Et en fait, c'était malgré tout déjà une sacrée marge de progression pour eux, qui était plutôt de génération des baby-boom, où effectivement, comme tu dis, là, il n'y avait même pas la place à l'émotion, quoi. C'est la même chose pour nous maintenant en tant que parents. Et on voit bien qu'on ne fera pas parfait, mais qu'on essaye d'apporter un petit plus supplémentaire par rapport à ce qu'on a connu, et ainsi de suite. J'espère que de génération à génération, on va s'améliorer, bien sûr. Oui, allez, ayons de l'espoir. Donc toi, en tout cas, tu étais cet enfant et cette adolescente hautement sensible. Excessif, ils te diront qu'ils n'en pouvaient plus. Parce que ça prenait quelle forme alors ? Déjà, j'étais vraiment dans cette hyper-empathie constante donc les liens sociaux étaient très compliqués pour moi parce que j'étais très, très empathique, tout prenait beaucoup d'impact pour moi. Et c'était compliqué, par exemple, dans ma scolarité, d'avoir accès à toutes mes compétences et à tout mon potentiel parce que, en fait, socialement, émotionnellement, ça prenait trop de place. Ok, ça te mangeait toute ton énergie, en fait. Totalement. C'était très angoissant, rien que le fait de quelle copine j'allais retrouver, quelle personne il y aurait pour la récréation, et s'il n'y a pas ma copine à la récréation, qu'est-ce que je devais faire, comment éviter la récréation. C'était source d'angoisse terrible. Les relations sociales, c'était très compliqué. Très compliqué parce que je comprenais pas l'injustice, je comprenais pas pourquoi on se moquait d'autres enfants, je faisais pas partie de ça, je rentrais pas dans les normes, je ne comprenais pas les règles sociales. J'allais te demander, est-ce que toi, à l'époque, tu te disais que tu étais une enfant, une adolescente différente ? Est-ce que tu ressentais ta différence ? Ah, totalement, parce que je trouvais pas d'amis avec qui je pouvais être vraiment moi-même. Je m'intéressais pas du tout au même sujet de conversation, j'avais envie de philosopher sur plein de choses, et je me rappelle très bien, tu vois, là j'ai de mémoire un souvenir où j'étais sur le bord de ma fenêtre de la chambre avec mon ami d'enfance, et je regardais les étoiles, et je sais pas quel âge on devait avoir, mais une dizaine d'années, peut-être 11 ans, 12 ans, et je lui disais, c'est fou, on doit pas être la seule espèce, je me souviens, dans l'univers, tu t'imagines, tout ça, et je commence à parler de ça. Et puis elle a rigolé, elle me dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Aïe aïe aïe. Alors c'était pas méchant, mais je sentais que je pouvais pas trouver d'interlocuteur en fait. Toutes mes questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur le sens que je voulais mettre sur ma vie, sur le fait comment je ressentais les choses, ça a toujours créé un décalage énorme. Et je pense qu'il s'est plus ou moins après
comment dire, disons que j'ai trouvé des personnes qui me correspondent bien plus tard, plutôt dans les études supérieures, parce que après tu choisis davantage, je pense, les gens avec qui ça matche mieux. Ouais. Et quand j'ai su vraiment que j'étais atypique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que mes parents, ils m'ont fait passer un test quand j'étais enfant. Ah, Mais ils ne me l'ont pas dit. c'est pas vrai, ok. Parce que ça se faisait pas trop à l'époque, en fait. Tu sais, on Non. appelait ça les enfants précoces. Et en fait, pour eux, du coup, ça expliquait pourquoi j'étais un peu bizarre. Mais ce qu'ils avaient gardé en tête, c'est que si j'étais pas en fait la première de la classe, c'est parce qu'en fait, du coup, j'étais fainéante. Puisqu'a priori, j'étais précoce. Comme tu étais hyper douée, t'aurais dû avoir des résultats plus importants, donc c'est ça? Tu sais, moi, à la maison, si j'avais en dessous de 12, j'étais interdite de manger. Hein. Ah ouais, je devais avoir en plus effet. de 16 à chaque fois. Et si j'avais en dessous de 12, ça veut dire que je n'avais rien fait, que j'étais fainéante, que j'étais une bonne à rien. C'est ce que j'entendais à la maison. Et j'étais coincée dans ma chambre pendant des heures, interdite de manger, interdite de sortir. C'était vraiment comme ça. Hein. J'ai vécu là-dessus et du coup, c'était pas forcément évident. Parce que, alors là, tu soulèves un point intéressant. Tout ce qu'on est en train de décrire, là, de l'environnement dans lequel tu étais, de la petite fille adolescente que tu étais, c'est qu'en fait, ça a cassé la confiance en toi. Totalement. Tu sais, à force de sentir que c'est toi qui n'es pas comme les autres, t'es obligé forcément de te dire c'est toi le problème. Et comme le dénominateur de ma vie, c'est moi, forcément, comme tout le monde, on a tendance à se dire que forcément j'ai un problème. Puis en plus, les gens te le disent. Tu es trop excessif, tu ne devrais pas réagir comme ça, enfin, sois un peu plus mature, mais enfin, ça suffit maintenant, tu en rajoutes. Enfin, donc forcément, quand tu entends ça, tu sais, en grandissant, vu que tu as une enfant et que tu n'as pas le recul nécessaire et qu'en plus, tes figures d'attachement, c'est un peu toute ta vie, oui, tu y crois, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le fait de comprendre ce qu'était le monde des atypiques qui m'a permis de gagner confiance en moi. Ah justement, tu m'offres une belle transition. Comment c'est trop facile. Comment c'est venu jusqu'à toi un jour cette idée que peut-être tu étais juste normale dans ton côté atypique en fait? Alors, mon mari actuel, Alexis, est également en fait surdoué. Et on avait assisté à une émission télé sur les surdoués, un peu au hasard, vraiment. Pour le coup, je sais pas, on devait zapper. Et moi, pendant toute l'émission, je disais, mais Alexis, c'est tellement toi. Et lui, c'était drôle parce que pendant toute l'émission, il me disait, mais non, c'est toi, en fait. Oh, c'est drôle. Et oui. Alors, on l'envisageait pas du tout pour soi, mais pour l'autre, mais c'était une évidence. Ouais. Et du coup, on s'est challengé l'un l'autre pour passer, donc on avait 20 ans ou 21, je sais plus, pour passer le test de douance. Ok. En fait, on voulait absolument que l'autre le passe, mais on voyait pas pourquoi on le passerait soi. Mais du coup, pour démontrer à l'autre, tu vois, d'une certaine manière que... C'est beau. Oui, et on l'a passé tous les deux. Et la surprise. La surprise, effectivement, on était tous les deux surdoués, avec des profils différents, ce qui fait que voilà pourquoi on se ressemble pas sur plein de points aussi, et pourquoi moi je le voyais lui, et lui me voyait moi sans se voir soi-même. Ah. Et alors par contre, lui autant ça l'a soulagé, tu vois, d'avoir cette réponse, et puis ça expliquait bien les choses. Autant, moi j'étais vraiment dans le déni et pendant 2 ans, j'ai refusé clairement d'en parler. Comment tu l'expliques ça maintenant avec du recul ? Pourquoi ça a été dur de l'accepter ? C'était trop douloureux. Parce que ça douloureux ? Oui, ça remettait trop de choses en question. Moi, je m'étais ancrée avec une idée de qui j'étais. Je me trouvais bête, incapable. Tous ces mots finalement qu'on m'avait répétés. Même si c'était négatif, en fait, ça a créé un puzzle de ma vie. Ouais. Et quand on t'apporte ça, en fait, on te dit toutes les pièces que t'as mis, c'est pas bon, faut tout enlever. J'étais pas prête à remettre tout ça en question. J'étais pas prête à démolir tout ce que je pensais être, en fait, d'une certaine manière. Tu vois ? Ouais. Donc, ça a pris du temps. Et c'est ce que je dis souvent maintenant, tu vois, quand j'accompagne les gens en disant « Écoutez, moi, j'ai mis 2 ans. Je pense que... » Donc, tout va bien. Mais on ne croit pas, mais c'est vrai qu'on y tient. Tu sais, en psychanalyse, on dit souvent que quand on a une certaine difficulté et qu'elle dure dans le temps, c'est parce que finalement, on l'aime bien. Et c'est pas qu'on l'aime bien parce qu'elle nous fait souffrir, parce qu'elle nous fait souffrir, mais c'est parce qu'on l'aime bien parce qu'on la connaît. C'est ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, quoi. D'une certaine manière, oui. D'accord.
Tu avais déjà entamé des études qui étaient déjà quand même dans le soin de l'autre. Enfin, il y avait déjà cette fibre-là. Moi, j'ai fait un bac social parce que c'était vraiment la fibre qui m'intéressait le plus. Et après, je suis allée en fac de droit, mais ça m'a pas plu. Et en fait, je sais pas trop pourquoi je me suis tournée vers le social parce que finalement, c'est ce qui m'avait le plus plu au lycée, le social. M'occuper des problématiques des autres, finalement, a toujours été inné. Ok, donc tu t'es tournée vers ça assez naturellement, finalement. Voilà, j'ai passé le concours pour être assistante sociale, je l'ai réussi. Sans trop connaître le métier, je me suis retrouvée en promotion d'assistante sociale, que j'ai adoré, et j'ai vraiment découvert un autre milieu que je connaissais pas du tout. Et j'ai exercé ce très beau métier pendant quelques années, du coup. Mais en parallèle, j'ai toujours continué les études. Ah, ok. Tu faisais quoi alors? C'est là où tu as commencé tout ce qui était psycho? Alors, je faisais souvent des doubles cursus. Je sais que j'ai fait anthropologie, j'ai fait de la philo, j'ai fait de la psycho, j'ai fait sciences d'éducation aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, tu vois, c'était quand même dans le social. Et puis la psychologie, du coup, je suis allée... Bon, j'ai passé la licence et quand il a fallu choisir un master, j'ai choisi le master en psychanalyse. Ok. Mais du coup, j'étais pas du tout partie pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, tu étais assistante sociale, mais dans cette double vie, entre guillemets, où tu te formais pour devenir psy, est-ce que justement tu te projetais tu te voyais avoir ton cabinet de psychanalyste et de recevoir des patients, etc.? Non, moi je me dirigeais vraiment pour la recherche. J'étais plutôt là-dedans, même si à côté, en fait, j'étais également médiatrice familiale. Donc à côté, si tu veux, j'avais vraiment mon boulot en tant qu'assistante sociale, médiatrice familiale, où j'étais vraiment dans l'aide et l'accompagnement. Et du coup, pour moi, les études m'apportaient une autre nourriture intellectuelle dont j'avais besoin. D'accord. Et me stimuler en fait au niveau intellectuel. Et c'est pour ça que je me dirigeais plutôt vers la recherche à côté. Ah, ok. Vraiment, alors ça, j'imagine que c'est une des particularités de la douance, c'est ce besoin d'être hyper stimulé tout le temps et de se former en permanence. C'est vrai, ça s'arrête jamais. Mais oui, mais ouais, c'est génial en même temps. Donc du coup, tu avances quand même dans ce métier d'assistante sociale. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas vouloir t'éloigner de ce métier-là? Mon conjoint à ce moment-là était interne en médecine, donc il était muté dans une autre région. Okay. Donc je dois quitter mon emploi. Et à ce moment-là, je me retrouve, j'étais solo du coup, avec mes 2 enfants, dans une nouvelle région, sans famille, sans amis. Et je m'épanouis pas totalement dans ce rôle de maman, bien que j'adore mes enfants et que maintenant on fait même du unschooling, donc je les ai vraiment à la maison tout le temps. Ouais. Mais j'avais envie d'être stimulée autrement en plus, et donc j'ai l'idée de faire un petit blog et de partager mes connaissances. Ah. Et donc du coup j'avais vraiment envie parce que j'étais passionnée, et en fait de là, écoute, ça a commencé à se partager, à plaire aux gens. Ah. Voilà, c'était comme ça que c'est parti. Je pense que ça m'a permis de percer dans le sens où enfin une professionnelle, en fait, elle pouvait apporter du concret en fait. Ouais. C'était pas que du témoignage ou voilà. Et du coup, je pense que ça a bien pris grâce à ça. J'imagine que quand tu as ouvert ton blog, c'était pas du tout dans l'intention un jour de vivre de cette activité-là en ligne. Ça a été très réfléchi parce qu'en fait, Alexis avait besoin de faire une pause. Ouais. Il avait la sensation de ne pas profiter de ses enfants et il a demandé du coup une année sabbatique dans le cadre du congé parental qu'il a pu prendre. Quand il a pris cette décision, ça voulait dire qu'on n'aurait plus de rentrée d'argent. Oui. Donc, l'un dans l'autre, comme le blog prenait de l'importance et qu'une demande était là, ça a été réfléchi de se dire si je fais en fait ce que je faisais en tant que médiatrice, mais en ligne. Donc ça s'est déployé. Et en fait, lors des premiers rendez-vous, je me suis rendu compte que les personnes qui me suivaient et qui venaient en rendez-vous, c'était que des personnes atypiques. Ah. En fait, je me suis dit, bon, soyons honnêtes, et c'est vrai, on le sait en tant que thérapeute, on attire souvent des personnes, ou en tout cas, on attire et les gens restent parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on dit. Et c'est sur les réseaux, en fait, tu vas forcément partager avec qui tu es. Donc, les gens qui me suivent, en général, c'est que ce que je leur dis leur parle. Et ben voilà, c'est ça. Voilà, vous vous reconnaissez. C'est ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, si je dois accompagner ces personnes-là, autant que je m'y forme vraiment, parce que j'ai la sensation que les outils que j'ai appris en formation jusque-là ne conviennent pas. Ok. J'avais vraiment la sensation que ça collait pas. Du coup, c'est là où je me suis vraiment, vraiment formée. Je me suis vraiment donné les moyens pour en arriver là. Et je me suis rendu compte surtout que tout ce que j'avais appris jusque-là ne servait quasiment à rien pour les personnes atypiques. Ah. Que c'était vraiment une population bien à part et qui avait donc des besoins bien à part. Ok. Et donc de là, je me suis spécialisée, tu vois. Donc ça fait vraiment
on va dire 3-4 ans du coup. Waouh, donc c'est allé vite en fait. Donc c'est là où tu as commencé à construire des outils. Est-ce que du coup, tu avais ta double casquette. Alors, ça va être mal dit, mais tu as à la fois ta casquette professionnelle, c'est-à-dire tu es psychanalyste, et puis en même temps, puisque toi-même, tu es hautement sensible, tu comprends les besoins des personnes auxquelles tu t'adresses, quoi. Oui, mais alors attention, je pense que c'est d'autant mieux d'être formé à ça, parce que c'est important pour moi de ne pas transférer mon fonctionnement sur les autres atypiques. Bien sûr. Parce que chaque atypique est atypique, et que c'est pas parce que on l'est qu'on comprend les atypiques et qu'on sait les accompagner. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Et ma difficulté, c'est justement de me faire superviser. Bien sûr. Pour pouvoir accompagner au mieux ces personnes sans faire un effet miroir ou sans transférer quoi que ce soit. Il faut se dire qu'on parle la même langue, mais nous n'avons ni la même histoire, ni les mêmes besoins. Waouh, c'est intéressant. Et du coup, je crois que désormais, vous avez adopté une vie digitale nomade, comme on dit. Tu vis en Écosse, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, on a aussi un mode de vie atypique. On est minimaliste. Donc, on n'a jamais mis nos enfants à l'école pour plein de raisons toutes personnelles. Mais du coup, on a toujours eu nos enfants avec nous. Et on est parti il y a 1 an au Royaume-Uni, qu'on a parcouru un peu partout en Écosse. Et il faut se dire qu'on bougeait en fait seulement en voiture. Donc, toute notre vie rentrait dans une voiture, plus un chien. Aussi, on a un chien. Donc oui, voilà, en effet. ça ne pouvait pas être un petit nid, quoi. Et donc là, on est posé en Écosse. Je suis dans les Highlands. Je pense que là, on a bien envie de se caler, par contre, 1 ou 2 ans avant de repartir. Ça, c'est sûr. On a envie de repartir, mais pas de suite. Ok. Donc, à voir. Après, à voir. Mais ce qui est bien, c'est que, voilà, on s'arrête pas à une norme, on s'arrête pas à ce qui devrait ou devrait pas se faire. On suit nos envies, quoi. C'est chouette et c'est inspirant. Super. Ce que j'aimerais comprendre maintenant, j'aimerais vraiment qu'on parle de la haute sensibilité et de la douance. Bon, déjà, est-ce que tu peux tout simplement nous en donner une définition, s'il te plaît ? Déjà, ce sont 2 choses différentes. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, on confond. On pense par exemple que tous les surdoués sont hypersensibles. Ce n'est pas du tout le cas. Je rappelle que la douance concerne entre 2 à 5% de la population, tandis que la haute sensibilité, c'est 30%. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Ensuite, d'accord. Donc, alors, pardon, je t'interromps 2 secondes. Ça veut dire qu'on peut être évidemment l'un sans l'autre. Exactement. On peut être les deux, on peut ne être aucun des deux, et l'un et l'autre, ou l'un sans l'autre, enfin voilà, tout est possible. Mais être hypersensible, ça relève 2 choses. Ça relève de l'hyperémotivité et des hyperesthésies. Les hyperesthésies, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un ou plusieurs sens, en fait, plus développés que la moyenne. Donc, tu as l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. C'est rare d'avoir les 5, mais en général, les hypersensibles en ont 2-3 bien développés qui peuvent être quand même bien embêtants au quotidien. Ok. Donc il faut avoir ces 2 pôles, et c'est comme le fait de croire que parce qu'on vit une période d'hyperémotivité, on est hypersensible. Absolument pas. Ouais. Tout le monde vit des périodes d'hyperémotivité. Je sais pas, suite à un deuil par exemple. Bien sûr. Ou quelque chose de difficile ou de émotionnellement très positif aussi. On peut être hyperémotif et ça peut durer longtemps. Ça fait pas de nous des personnes hypersensibles. C'est important de le dire parce que ça n'illégitime pas moins ce que la personne ressent. On a la sensation que cette étiquette légitime en fait cet état. Mais parce qu'en fait on a beaucoup de mal à légitimer nos émotions. Donc c'est un peu genre oui mais parce que je suis hypersensible. Mais pas du tout. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui vivent vraiment très bien et qui du coup la hyperémotivité ne se voit pas au quotidien. C'est Francisca Borges, une chercheuse et un docteur en psychologie qui fait vraiment la différence entre la sensibilité traumatique et la sensibilité innée qui est donc l'hypersensibilité. Et c'est 2 choses totalement différentes. Vraiment, il faut garder en tête que la haute sensibilité c'est un potentiel dès la naissance. Aussi pour la douance, parce que la problématique de la douance c'est que les gens pensent que c'est une caractéristique très positive. Non, il y a beaucoup de personnes en fait surdoués qui souffrent, comme il y a beaucoup de surdoués qui ne souffrent pas. Ça, c'est aussi important parce qu'on est parti aussi des fois dans le truc inverse, de dire tous les surdoués sont en souffrance. Ils sont tous. Oui, c'est vrai qu'on pourrait vite avoir cette image-là. T'as raison. Il y a de tout partout. En fait, le biais qu'on a, c'est que les psychologues, ils reçoivent en cabinet que ceux qui sont en difficulté. Ouais. Mais ceux qui vont bien, ils vont bien. Voilà, ils ont appris à vivre avec, en fait. Il y a beaucoup d'études maintenant qui démontrent que c'est beaucoup en lien avec la manière dont ça a été perçu dès l'enfance. Ah, c'est intéressant. Un enfant hautement sensible, s'il est dans une famille où on ne l'a jamais malmené par rapport à sa sensibilité, on ne lui a jamais fait remarquer comme quelque chose de négatif, se posera peut-être même pas la question s'il est oui ou non hautement sensible en grandissant. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui lui viendra pas en tête et il ira très bien.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voit beaucoup associer le principe de haute sensibilité et de douance. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre les deux alors qu'on l'a dit il y a quelques minutes, les deux peuvent être complètement séparés? Je pense qu'on fait le lien parce qu'en fait, on a surtout étudié pendant des années la douance chez l'enfant. Ouais. Et les enfants ont une hyperémotivité de base. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous hypersensibles. Et les sciences sur l'hypersensibilité sont arrivées bien plus tard. Donc en fait, ce qui était notable en premier lieu, c'était ces enfants qui avaient une grande hyperémotivité, donc on a associé les deux. Ouais. On a associé ça, mais parce que vraiment, on a étudié la douance, surtout chez les enfants précoces. Il y a très peu de temps qu'on s'intéresse en fait à la douance chez l'adulte. Et encore, j'ai envie de dire, chez les personnes âgées, c'est le néant total, il n'y a absolument rien. Ce terme, il vient quand même du fait qu'on comparait en fait ces enfants à des enfants du même âge et on se rendait compte qu'ils étaient précoces. Oui. C'est le terme en fait d'origine. Mais du coup, on l'a pas étudié par la suite et on a un peu tout mélangé. Ah, ok. Pour toi, si on rapproche encore beaucoup la grande sensibilité et la douance, c'est comme un héritage d'une mécompréhension peut-être? Il y a ça, et il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, il y a deux grands profils. Il y a le profil laminaire et le profil complexe. Et dans le profil complexe, il y a souvent une grande hypersensibilité. Et c'est souvent le profil complexe qui va finalement se sentir un peu à part et qui va plutôt se tourner vers des thérapies et chercher des réponses parce qu'il y a un mal-être. Ah. Donc on va plutôt parler en fait d'eux. D'où le fait que comme c'est une population qui fait plus parler d'elle dans les surdoués, forcément, là aussi, on se dit que tout le monde est comme ça. Alors que pas du tout, il y a deux grands profils. Il faut par contre se dire que la douance, on n'est pas 100% laminaire, 100% complexe. Ouais. Et c'est ça qui, parfois, est un peu compliqué à comprendre dans le sens où on navigue un peu entre les deux profils avec une tendance et une majorité dans l'un ou dans l'autre. D'accord. J'ai l'impression, moi, dans mon entourage, que quand on parle d'enfants hypersensibles, en fait, on se rend compte que le parent l'est aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique? Si on me demande si scientifiquement c'est prouvé, je dirais non. Si cliniquement c'est prouvé, je dirais que les observations de tous les cliniciens et de tous les professionnels diraient oui. Ok. Du coup, toi qui es maman de 3 enfants, bientôt 4, j'imagine qu'être un parent hautement sensible ou surdoué, on a beaucoup parlé des côté enfant, mais côté parent, ça veut dire que tu gères la relation à tes enfants certainement différemment, peut-être malgré toi, mais ça conditionne aussi le parent que tu es, non? Totalement. De toute façon, on est le parent qu'on est avec tout ce qu'on est, mais moi, je ne me rends pas forcément compte de ce que je pourrais être si j'étais différente. Je pense que en fait, il faut voir vraiment les atypiques comme des exhausteurs de goût, une sorte d'intensité supplémentaire. Tu sais, la pincée de sel, en plus dans de gros sel. Voilà. Alors après, il faut voir si on aime le sel, bien sûr. Mais en fait, je pense que plus on assume et plus on connaît ses propres caractéristiques, plus on les vit très positivement parce qu'on sait y répondre. Et c'est plus facile aussi, en fait, de comprendre le fonctionnement des enfants. Et on accepte davantage, en fait, aussi les différences de nos enfants quand on les accepte chez soi. Et oui, absolument, oui, c'est lié. Donc la parentalité, tu dirais, en fait, c'est pas plus un sujet pour les personnes hautement sensibles ou surdouées. En fait, ça va toucher à tous les sujets de la vie, le rapport au travail, le rapport aux amis, à l'amour. Ah oui, totalement. C'est-à-dire que tout est décuplé, tout est intense, tout va demander de l'énergie différemment. On va pas forcément se reconnaître dans le développement personnel qui est lambda, dans les livres comme ça. Ça va manquer de contenu, de consistance. Ça va... En fait, le monde est coloré différemment. Après, est-ce que c'est plus compliqué? Non. Ça peut être un atout aussi parce que moi, je sais que par exemple, ma mère, elle m'a toujours dit qu'elle n'avait pas réussi à prendre sa place auprès de moi, qu'elle avait la sensation que j'allais trop vite, qu'elle était jamais à la hauteur, qu'elle avait la sensation que déjà toute petite j'étais très autonome et que du coup elle a pas réussi à trouver sa place en tant que maman auprès de moi, et ça malheureusement ça je pense générer des difficultés entre elle et moi. Et oui. Du coup moi j'ai la sensation de suivre mes enfants, tu vois, de courir la même course qu'eux en fait. Ah génial. Donc c'est pour moi c'est un atout, même si bien sûr belle intensité entre les leurs et les miennes font une famille, tu vois. Forcément, on le sait, mais en fait, du moment où tu le sais, je pense que tu sais comment aussi l'accompagner. Enfin, en tout cas, tu peux trouver des outils pour accompagner cette intensité dans la famille.
En fait, c'est joli parce que ce que je comprends dans la manière dont tu le dis, c'est que se découvrir très sensible ou surdoué, ou les deux, c'est vraiment accepter d'avancer dans un chemin de déconstruction. Oui. Si on n'a pas été accompagné de l'enfance avec les bons outils. Mais en revanche, une fois qu'on a accepté ça et qu'on a trouvé le bon alignement pour soi, il y a moyen de s'épanouir. Enfin, je veux dire, c'est pas une tare ou une plaie, un espèce de boulet qu'on va traîner, au contraire. Totalement, c'est pas du tout un boulet. Après, il faut par contre vraiment garder à l'esprit qu'être atypique, c'est accepter aussi de vivre dans un monde qui n'est pas fait pour nous. Et c'est OK. Parce qu'on est quand même une minorité, et donc il faut quand même penser que ce monde, il a été fait par et pour des personnes typiques. Ouais. Donc forcément que si on s'entête toute notre vie à essayer de trouver une logique ou à essayer de rentrer absolument dans le moule, on va juste se faire du mal. Et oui. Et donc, il vaut mieux juste admettre que on est atypique. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, chacun en fait ce qu'il veut. Ouais. Mais on peut aussi trouver sa place, en fait, dans ce monde, même en tant qu'atypique. Déjà parce qu'il y a d'autres personnes atypiques et aussi parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais pour ça, il faut vraiment, en fait, juste le reconnaître. Bien sûr. Et ne pas essayer de viser quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Oui, parce que c'est là où tu risques de te casser les dents et te rendre très malheureux. Oui, et puis de rendre très malheureux aussi les autres. Hein, parce que, du coup, tu peux être vraiment, vraiment malmenant. Hein. Ouais, par exemple. Dans le monde du travail, il y a clairement des managers, par exemple, qui ne réalisent pas leur atypie, qui ne réalisent pas que leur fonctionnement est donc atypique, et va pousser leurs collaborateurs jusqu'au bout, sans se rendre compte que leur exigence n'est pas du tout possible. Ouais. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, quand on est un profil atypique, comme tu dis, c'est hyper important de se connaître, parce que sinon, on essaiera toujours de rentrer dans le moule, et ça va vraiment... C'est là où on se fait du mal. Oui. Et où on fait du mal aux autres, d'ailleurs, comme tu disais. Ça, parce que du coup, on peut ne pas réaliser aussi que son moule à soi est quand même très particulier et vouloir faire rentrer de force l'autre dans notre moule. Ouais. Et ça marche pas non plus. Ouais, c'est ça marche pas. Waouh. En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui est génial quand je t'écoute et je pense qui est aussi typique de l'atypie, justement, c'est cette j'allais dire la bougeotte, mais c'est pas joliment dit, mais t'as besoin de toujours être stimulé, d'avancer, peut-être d'avoir des nouveaux projets. Donc j'avais envie de te demander quels seraient tes prochains projets. Alors il y a le bébé à venir, mais est-ce que t'as déjà d'autres idées qui sont en train de germer en tête? Alors j'en ai souvent beaucoup. Déjà, de toute façon, je suis dans l'écriture de plusieurs livres en même temps là, donc le temps qu'ils sortent et que je les porte comme projet. Ok. Après, j'ai de nouvelles formations qui vont se créer et donc je trouve ça vraiment chouette parce que je commence à parler aux professionnels et ça me plaît beaucoup parce que ça permet de faire immerger différemment ces spécialités, parce que c'est en formant d'autres professionnels correctement qu'encore d'autres personnes seront accompagnées correctement et donc que le sujet sera correctement mené aussi et qu'on arrêtera d'avoir beaucoup d'idées reçues et préconçues sur ces sujets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Ouais, chouette. Bon, écoute, merci. Moi, j'ai appris plein de choses et puis on te sent tellement animé par ton sujet que j'ai l'impression qu'effectivement, tu as encore beaucoup de ressources à partager avec nous sur tout ce qui touche au profil atypique. Je crois que tant que j'aurais pas eu la sensation de transmettre tout ce que j'ai à transmettre, je pourrais pas me lasser. Parce que c'est comme si j'avais une mission importante, tu vois. Oui, ok. Tu te sens investi d'une mission, en fait. Oui, mais je pense que ça, c'est très... souvent, les personnes atypiques, elles n'osent pas le dire. Ce côté de j'ai besoin d'avoir une mission de vie, même si elle change, même si elle est en mouvance, même si elle n'est pas encore trouvée, on sent ce besoin d'apporter quelque chose de positif à ce monde, et ça c'est très subjectif après la notion de positif, hein. Mais du coup tu vois, de faire quelque chose de notre vie de positif pour soi et pour le monde. Est-ce que du coup ça va avec toutes ces questions de quête de sens dont on parle beaucoup en ce moment avec la mode de développement personnel, mais donc tu es en train de nous dire que les personnes atypiques sont d'autant plus sensibles à ça? Oh oui, parce qu'en fait si elles le font pas, c'est là où elles dépriment. C'est très fort ça chez les atypiques. C'est vraiment quelque chose qui les guide. C'est ce qu'on appelle l'entéléchie chez elles. Et c'est vraiment très puissant. Et on se rend compte que notamment les surdoués qui ont une entéléchie fragile, qui n'ont pas trouvé encore une quête de sens, de vie, sont vraiment très mal dans leur vie. Ah. Et ont des symptômes même dépressifs. Mais en même temps, du coup, je trouve qu'il y a un truc très, très, très chouette et très beau. C'est que j'ai l'impression que quand tu as déconstruit, quand tu as trouvé ton bon alignement, et du coup, puisque tu es plein de potentiel, alors là, tout est possible, quoi. C'est ce que tu disais il y a quelques minutes. Là, les portes s'ouvrent en très grand. C'est ça. Il y a juste ce boulot à faire en amont, quoi.
Et après, il y a le souci du perfectionnisme. C'est qu'attention, souvent, il y en a, ils vont se freiner parce qu'ils ne pourront pas avoir les moyens de donner tout ce qu'ils veulent donner. Parce qu'il y a une sorte d'idéalisme, en fait, qui vont les freiner. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est important, par contre. C'est pour ça que ça amène, par exemple, la procrastination chez les surdoués. Et là, j'encourage vraiment à se faire accompagner par un coach ou une thérapeute spécialisée dans la douance, notamment, pour travailler ça, parce que du coup, on fait du surplace et c'est catastrophique. Ouais, pour pas s'empêcher d'avancer, quoi. C'est quand même trop dommage. Totalement. Et ouais. Waouh, bon. Eh ben, écoute, Élodie, merci beaucoup. Moi, ça m'a bien éclairé tout ça. Ouais. J'ai quelques questions pour toi avant de finir notre entretien. Bon, la première qui fait référence au titre du podcast, je voulais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Ah, l'intuition, c'est ça ? Ouais. Alors, moi, je trouve intéressant cette notion d'intuition, si tu me permets, parce que je trouve que selon les personnes, ça a vraiment plusieurs sens. Ok. Il y en a qui vont le côté un peu spirituel, sixième sens. Moi, si je la relie à la douance, forcément, pour moi, c'est plutôt de l'ordre d'une analyse très rapide dans ton cerveau qui fait qu'en fait, tu vas t'appuyer sur différentes observations de manière inconsciente pour trouver en fait la solution ou justement une idée. Voilà. À mon sens, c'est plutôt ça. Ouais. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Dans ces cas-là, oui, je la suis totalement parce que j'aime bien prendre des décisions quand même rationnelles et réfléchies. Donc, du coup, même si elles arrivent très rapidement et que ça pourrait être de l'ordre de l'intuition si on ne me connaît pas, en fait, je sais que mon cerveau a déjà analysé, suranalysé et pris la décision avec toutes les notions qu'il a en fait en magasin, quoi. Ok, c'est que l'analyse se fait rapidement, en fait. C'est ça, elle se fait juste rapidement et c'est ok. Et oui, après, ça marche. Ce qui peut biaiser par contre, des fois ma petite voix, ce sont mes craintes, mes peurs, parce que j'en ai aussi. Et avoir une personne, une ressource auprès de qui tu vas pouvoir déposer ça, permet justement de pouvoir écouter cette petite voix en conscience. Oui, ça laisse plus d'espace à cette petite voix. C'est ça. Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement éclairé ton chemin de vie ? Pas particulièrement, non. Quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de livres autobiographiques très durs, très douloureux. Ah ! Je crois que j'avais vraiment besoin, pour le coup, de comprendre le monde dans toute sa noirceur. Et tu vois, je me dis, avec le recul, si je me suis autant dirigée vers des voies, en fait, sur les sciences humaines, puisque j'ai quand même bien... je suis allée vers toutes ces voies-là. C'est parce que, justement, je ne comprenais pas l'humain. J'ai jamais aimé les romans, par contre. Jamais. J'accroche pas du tout avec les romans, ça me stimule pas. Donc, je vais plutôt aller sur des livres qui vont m'apporter des ressources professionnelles, qui vont me stimuler, qui vont m'apporter des choses comme ça. Et donc, il y en a plein, mais j'en ai pas un en particulier. Ok. Bon. Écoute, on n'est pas obligé d'en avoir un en particulier. En revanche, est-ce que tu as un rituel bien-être ? Je dirais pas que c'est un rituel. En tout cas, je sais de quoi j'ai besoin. Je sais que régulièrement, j'ai autant besoin d'être tranquille, seule. Et du coup, j'adore aller marcher dans la nature. C'est vrai que dans les Highlands, vraiment, il y a beaucoup de coins magnifiques. Et donc, aller marcher seule comme ça, pour moi, c'est vivifiant. Et en même temps, par contre, je sais que j'ai aussi besoin d'une intensité dans ce que j'entreprends. Ouais. Et que d'avoir cet espace, en fait, possible dans cette créativité, dans cette intensité, dans faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est très important pour moi aussi. Sinon, je me sens un peu comme un lion en cage et du coup, ça ne me convient pas. Souvent, on me dit comment je fais pour justement gérer une entreprise tout en ayant des enfants en unschooling et intense. Je dis, mais justement, je pense que ça me nourrit. C'est bien, tu as un 4e enfant qui arrive. C'est ça, voilà. Mais oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'aime que ça foisonne, en fait. J'aime vraiment ça. Écoute, là, t'es servie. Bon, et ma dernière question, Élodie, je voulais savoir si tu es heureuse. Ah, c'est une grande question philosophique. Oui. Je pense que je me suis beaucoup posé la question lorsque j'étais ado, parce que cette quête du bonheur, c'est venu très tôt. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Je me rappelle au collège, c'était une grande question. Très vite, je me suis rendu compte que cette question n'avait absolument aucun sens, parce que déjà, on y met ce qu'on veut. Et je l'ai vraiment, en fait, lâché pour me dire, est-ce que juste je suis en phase avec qui je suis ? Parce que finalement, c'est ça, en fait, qui me rend heureuse. Malgré tous les événements de la vie qui sont de toute façon hors de contrôle, si je suis en phase avec qui je suis, avec mes valeurs,
Alors oui, je suis heureuse. Ok, en tout cas, c'est une bonne question, effectivement, à se poser. Plus que est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis alignée, oui, absolument. Élodie, je te remercie beaucoup. C'était hyper intéressant. Et puis en plus, je suis contente parce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour parler des femmes surdouées et de leur spécificité. Donc, je te remercie et je te dis à très bientôt alors. À bientôt et merci à toi. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est aussi sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.